Pourquoi on se tromperait en affirmant qu'aujourd'hui, on a le sentiment quand même qu'il y a des générations sacrifiées? Merci Vincent, hein, merci à tous d'être là. Je suis très content. Merci au monde aussi de nous accueillir. En un mot, oui, je ne pense pas qu'il y ait de génération sacrifiée. Hein. La génération sacrifiée, c'est un concept qui a été beaucoup avancé, notamment dans le débat public. L'idée, c'est que finalement, la génération qui serait post-baby boom aurait été sacrifiée par les baby boomers. Vous voyez, on aurait des baby boomers qui auraient très bien vécu, etc. Et puis, d'une certaine manière, ils seraient devenus des espèces de coupables idéal qui seraient finalement coupables de récupérer tout l'argent public. Et ça se ferait aux dépens de la jeunesse. Donc, oui, on peut avoir des points de vue divers. Nous, ce qu'on a fait, notamment dans le cadre de la chaire transition démographique, c'est de regarder les données. Alors, très franchement, maintenant, via l'INSEE notamment, on a une multitude de données absolument incroyables qui permet de tracer le niveau de vie de toutes les générations. Et lorsqu'on regarde ces données, très précisément, on s'aperçoit que non, il n'y a pas une génération qui aurait été la génération née après-guerre qui aurait tellement bénéficié, notamment par rapport aux générations suivantes. On a une espèce d'augmentation, d'amélioration du niveau de vie au cours du temps qui est due à la croissance. Alors certes, vous voyez, aujourd'hui, on n'est pas dans la croissance des 30 glorieuses. Je peux vous rappeler du bouquin de Fourastier où on avait des croissances à 4, voire 5%, etc. Mais on a toujours de la croissance. Le nombre d'années depuis la guerre où finalement on a une croissance négative, et, je veux dire, ça se compte sur les doigts d'une main. À chaque fois, on s'enrichit et puis on s'enrichit en moyenne plus vite que la croissance de la population. Il y a une amélioration du niveau de vie. Il y a aussi une amélioration des conditions de santé, il y a une amélioration de l'espérance de vie, une amélioration du niveau d'éducation. On dit que le niveau baisse, mais c'est pas vrai. Au sortir de la guerre, il y avait simplement 10% de bacheliers. Alors peut-être qu'un bachelier, à l'époque, était un peu meilleur qu'un de nos bacheliers. Je ne sais même pas si c'est vrai, mais je veux dire, quand il n'y en a que 10% qui sont bacheliers, je veux dire, on était sur un niveau d'éducation qui était très faible. Il y a des améliorations de l'égalité homme-femme, etc. Alors je pense que non seulement, vous voyez, ce problème de la génération sacrifiée, il est faux, mais en plus, de mon point de vue, il masque les vrais problèmes. Les vrais problèmes, ils sont plus au sein des générations. D'accord ? Parce que quand je dis qu'il y a eu de la croissance économique, je ne dis pas que tout va bien. Et loin de là. Je veux dire, on est dans notre pays, et puis à la veille d'une élection présidentielle, il est temps de mettre sur le devant de la scène des vrais problèmes qui ne vont pas. Et il y a des ce qui veut dire, je vous interromps juste une seconde, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de génération sacrifiée, mais qu'il y a peut-être des sacrifiés au sein de plusieurs générations. Oui, exactement. Et notamment au sein de la jeunesse. Vous voyez, quand on a 2 millions de personnes qui sont sans emploi, sans formation ou sans chercher même un travail, je veux dire, c'est 2 millions de personnes qui, de fait, sont sacrifiées. Je veux dire, la société n'a pas été capable de leur donner finalement suffisamment d'armes, je parle bien d'armes, pour pouvoir s'insérer dans un monde mondialisé, internationalisé. Ils ne peuvent pas s'intégrer comme ça dans le village global. D'accord ? Eux c'est un véritable problème. D'accord ? 80% des jeunes chômeurs sont des gens qui n'ont pas dépassé le bac. La solution, d'une certaine manière, on la connaît. Quoi. Et puis, on peut aller regarder du côté de la vieillesse, et je dirais que d'une certaine manière, on va trouver bientôt les mêmes types de problèmes. Bon, on a beaucoup disserté de la question de la retraite, etc. Je pense qu'il faut beaucoup plus parler de la question de la dépendance, des dépenses de santé, avec l'augmentation du nombre de personnes âgées. C'est pas tellement... Vous voyez, la bonne nouvelle, c'est qu'on vit plus longtemps, mais la question qui nous préoccupe, c'est surtout que finalement, il y a eu... Alors, justement, Hippolyte, parce que je rappelle que je souhaite que vos premières interventions liminaires soient très courtes aux uns et aux autres pour qu'on puisse précisément dialoguer les uns avec les autres et puis aussi avec la salle. Mais je vous redonne quand même un petit peu de temps parce que vous n'avez pas complètement... là, on a dressé le cadre. D'ailleurs, c'est un diagnostic sur lequel sans doute l'ensemble du panel devrait être d'accord. En tout cas, je leur poserai la question tout à l'heure. Mais pour essayer de poursuivre juste ce que vous étiez en train de dire là, en essayant un peu quand même de répondre à la question sur le coût du vieillissement. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que tel que ça a fonctionné depuis les 30 Glorieuses, vous l'avez dit, voilà, il y a eu finalement une forme d'équilibre et l'ensemble de la population, y compris les jeunes, ont bénéficié de tous les progrès qui ont été les progrès de ces générations-là en matière de santé, d'éducation, etc. Mais aujourd'hui, Dieu sait si l'allongement de la durée de la vie est une chose formidable pour chacun d'entre nous, mais en même temps, est-ce que pour autant, ce système qui a été d'État-providence, de protection sociale, qui a été dessiné au lendemain de la Seconde Guerre, est encore pérenne sans ajustement majeur pour supporter cet allongement de la durée de la vie. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, comment on devrait penser ce vieillissement de notre société qui arrive à grands pas ?
mais très clairement, donc c'est le thème. Hein. Donc tout le monde va vivre plus longtemps, beaucoup plus longtemps en moyenne. Je veux dire, ça va avoir un coût très important pour les finances publiques, parce que non seulement il faut financer la consommation de ces personnes qui vivent plus longtemps et qui seront plus en capacité de travailler, et aussi financer leurs dépenses de santé. Je veux dire, il y a un allongement de la durée de vie, il y a un allongement de la durée de vie en bonne santé, mais il y a aussi un allongement de la durée de vie en mauvaise santé. Je veux dire, ça, on pourra baisser les retraites tant qu'on veut, etc. Mais il y a un moment où on se posera la question de savoir si on peut financer ces dépenses de santé. Et là, c'est beaucoup plus problématique, c'est beaucoup plus conflictuel. Je veux dire, de toute façon, on ne va pas ne pas rembourser le cancer aux gens. Je veux dire, donc leurs dépenses liées au cancer. Je veux dire, donc d'une certaine manière, voilà. Donc ça, c'est un vrai souci. Je vois que mon temps est coulé, et en même temps, comme tu m'en as pris un petit peu, je peux me permettre de finir. Vous avez vu, c'est un bon négociateur. Non, je vois. Donc, bref, il y a une très forte demande, une très forte tension qui va apparaître sur les finances publiques. Hein. Avec France Stratégie, on avait chiffré la hausse des dépenses de santé dans le PIB à 3 points de PIB. Je veux dire, c'est absolument colossal. Et nous, moi, ce qui m'inquiète personnellement, c'est que cette tension sur les dépenses publiques, je veux dire, on la transforme en un conflit entre les générations. Est-ce qu'on va payer plutôt aux personnes âgées, ou est-ce qu'on va payer plutôt aux jeunes? Et je pense qu'en effet, c'est une mauvaise façon de penser les choses. Moi, je pense que du fait de cette très forte tension sur les finances publiques, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ceux qui sont, comme tu le disais, sacrifiés. Je veux dire, soit cette partie de la jeunesse qui n'est pas capable de s'insérer, soit cette partie de la vieillesse qui ne va pas pouvoir faire face à des besoins élémentaires. Je veux dire, et l'intergénérationnel joue à plein là-dedans. Je veux dire, dans les cadres de la dépendance, on voit bien que ceux qui finalement n'ont pas une famille pour les aider, ne serait-ce que pour leur transférer du temps, etc., vont être dans des positions beaucoup plus complexes. Donc oui, le vieillissement, c'est un problème, ça nous oblige à réfléchir sur notre société. Moi, je pense qu'il faut réfléchir justement sur la question des inégalités. Il faut, d'une certaine manière, plus redistribuer au sein des générations pour répondre à ce défi. Très bien, merci pour un premier tour de table, c'est parfait, ça lance parfaitement le débat. Jennifer Pizzicara, c'est à vous, vous êtes déléguée générale de la Fondation Concorde. Et alors vous pensez aussi qu'il y a un problème d'équité dans cette charge finalement que représente ce vieillissement. Mais vous pensez aussi que il n'y a pas que la question de la finance publique, des finances publiques qui peuvent rééquilibrer ou corriger ces problèmes d'équité. Vous pensez aussi que la question de l'innovation et de la mutation que nous vivons aussi avec le numérique peut être aussi une partie de la solution. Absolument. Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, moi je pense qu'il y a une génération sacrifiée. Parce que si on se pose la question ce soir de savoir comment est-ce qu'on va financer le vieillissement, c'est bien que les aînés n'ont pas préparé, on va dire, cette question-là qui était inéluctable. Et finalement, ils ont vécu à crédit, ils ont légué une dette aux nouvelles générations qui, aujourd'hui notamment, effectivement, connaissent le chômage de masse, mais aussi sont confrontés à d'autres problèmes qui ne sont pas seulement liés, on va dire, au marché de l'emploi. Donc la nouvelle génération, elle paye déjà, je dirais, le train de vie de ses aînés, et en plus elle aura la double peine parce qu'elle bénéficiera peut-être pas de ce qu'elle offre aujourd'hui à ses aînés, c'est-à-dire que sur le système des retraites, on ne sait pas si elle pourra en bénéficier un jour. On sait très bien que le nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités va en diminuant. Et donc, il faut rétablir... important, pardon, je vous coupe juste une seconde, mais quand on regarde, en tout cas, quand on sonde un peu la jeunesse aujourd'hui, il y a cette perception, à tort ou à raison, on pourra en discuter, mais en tout cas, qu'il y a une très grande incertitude et que de toute façon, il y a le sentiment qu'on n'aura jamais la retraite de nos aînés. Et ça, d'une certaine manière, le fait qu'on donne le sentiment que ce problème-là soit pas traité, qu'il n'y ait pas de réponse à cette inquiétude-là, bien évidemment, c'est sans doute une partie prenante du malaise français aujourd'hui. Hein. Donc le premier point, je vois Henri Sterdignac qui n'est pas du tout d'accord, c'est très bien. Il va avoir le temps de s'exprimer dans quelques minutes. Le premier point, donc, c'est de rétablir pour nous l'équité entre les générations. Ça passe d'abord par la réduction de la dépense publique. C'est vraiment le point fondamental. Aujourd'hui, on sait tous que la France dépense à peu près 13% des dépenses sociales mondiales, alors qu'on représente moins d'1% de la population mondiale. Donc on dépense beaucoup d'argent pour le social. Et dans ces dépenses sociales, il y a évidemment les retraites. Donc on pense que le premier levier, ce pourrait être de maintenir en activité plus longtemps les gens, donc repousser l'âge de départ en retraite.
Ça, c'est un premier levier, mais qui est un levier court terme. Hein, je veux dire, ensuite, il va falloir réfléchir à un nouveau système des retraites, et notamment, pourquoi pas, introduire une part de capitalisation et voire créer des fonds de pension à la française. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir pour les générations futures. Donc ça, c'est le premier levier. Le second levier, c'est d'augmenter le taux d'activité. Aujourd'hui, on a un chômage de masse qui frappe non seulement les jeunes générations, mais aussi les moins qualifiés. Ce qu'il faut, c'est s'interroger sur la part du financement de la sphère sociale qui pèse sur le travail, notamment parce que les nouvelles formes de travail émergent, d'une part. On peut aussi se poser la question de la raison d'un taux de CSG différencié pour les revenus d'activité et pour les revenus de reversement. Donc ça c'est le second point. Et enfin, comme je le disais, c'est miser sur l'innovation et sur le numérique pour développer les solutions innovantes. Effectivement, on a une espérance de vie qui est très élevée et on peut s'en réjouir, mais on a une espérance de vie en bonne santé, sans incapacité, qui stagne en France et qui est 10 ans inférieure à celui de la Suède, qui est à 71 ans, je crois, en Suède, et on est à 61 ans pour les hommes en France. Ah non, on a plus que ça sur l'espérance de vie. En bonne santé, sans incapacité. En bonne santé ? Ouais. Bon, là, on vérifiera ça. On vérifiera, oui, si vous voulez, mais je suis à peu près sûre de mes chiffres. Je ne sais pas si Hippolyte a un chiffre en tête. Ou mais ça me paraît beaucoup d'écart, moi aussi. Bon. Ok. La fiabilité aussi de ces statistiques qui dépend énormément des réponses des gens, qui n'étaient pas fiables du tout. Bon, on va laisser Jennifer terminer son intervention. Pardon de vous avoir interrompu. Non, mais on est là pour débattre, donc il n'y a pas de sujet. On pense que les outils numériques vont offrir la possibilité de mieux soigner les gens et aussi de faire des économies. Donc c'est pour nous, c'est le levier à actionner, le levier principal en tout cas pour ce qui concerne la santé et le défi de la dépendance. Et pour ça, il va falloir transformer le système et miser davantage sur la prévention. Alors c'est un peu impensif parce qu'on parle souvent de la prévention, mais c'est toujours difficile à mettre en œuvre. Aujourd'hui, on consacre que 2% des dépenses de santé à la prévention. Il va falloir opérer un changement de vision sur la manière de prendre en charge la santé et de se soigner en France et ne plus, je dirais, se préoccuper de sa santé que quand on est malade, quoi, en gros. Si je vous suis bien, Jennifer, on n'est pas simplement dans une adaptation, correction, une adaptation du système dans lequel nous avons grandi et vécu, assez formidable d'ailleurs, qui est celui qui a été créé au lendemain de la guerre. On est aux limites de ce système-là aujourd'hui et il y a une sorte de refondation. Vous allez jusqu'à penser qu'il y a une refondation nécessaire des solidarités, du pacte social pour prendre en compte à la fois cet allongement de la durée de la vie et puis une forme d'essoufflement général du système dont on n'a pas su corriger les dérives, si je vous suis. Absolument, pour moi, on est au bout d'un système. Il va falloir réfléchir à en inventer un nouveau et pas seulement changer les paramètres à chaque fois qu'on est en déficit ou qu'on constate un déficit, soit des retraites ou de la sécurité sociale. Si, en tout cas, on veut redonner un espoir aux nouvelles générations, il va falloir refonder plus globalement le système. Merci à vous, Henri Sterdignac. Je vous ai vu, pas trépigner, mais presque à côté de moi, pendant les interventions des deux premiers speakers. Je rappelle que vous représentez ici les économistes atterrés et que cette question des générations vous intéresse, vous aussi. Je veux dire que j'ai été très étonné en écoutant M. Lorenzi, parce que les transferts intergénérationnels, c'est au cœur de notre société, au cœur de notre modèle social. Chacun d'entre nous a été un enfant, il a été supporté par ses parents, il a été parent, il supporte ses enfants, il supporte ses parents, et puis un jour, il sera vieux, il dépendra de ses enfants. Toute société comporte de vastes transferts entre les générations. Ces transferts peuvent se faire dans le cadre de la famille, elles peuvent être socialement organisées, ou elles peuvent se faire par les marchés financiers. Voilà, c'est au cœur même de ces transferts entre générations, c'est au cœur de nos sociétés. Elles doivent être réfléchies à chaque période, parce qu'effectivement, il y a des changements démographiques, des changements sociaux, des changements économiques. Il faut les repenser. Mais bien sûr, c'est toujours au cœur de notre modèle social. Et bien sûr, il n'y aura pas de guerre de génération. Contrairement à ce qui a été dit, les différentes générations ne sont pas en compétition entre elles pour le revenu, le bien-être ou la sécurité. Chaque génération
est lié de façon inextricable avec les générations qui suivent et qui précèdent. Parce que chacun passe par chacun des stades de la vie. Une génération qui refuserait d'assurer un niveau de vie satisfaisant à ses parents se verra refuser à elle plus tard une retraite satisfaisante. Les générations successives sont gagnantes à ces échanges parce que jusqu'à présent, ils ont toujours bénéficié, en raison de l'allongement de la durée de vie, en raison des progrès de la médecine. Chaque génération a toujours reçu plus qu'elle n'a donné. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut maintenir ce système. Et on voit malheureusement un certain nombre d'économistes libéraux qui essayent de semer des fossés entre les générations, qui essayent d'utiliser les jeunes pour s'attaquer au modèle social européen, qui essaye de provoquer des distorsions entre les jeunes et les vieux. Mais il faut dire clairement aux jeunes, vous aurez une retraite. Quand vous cotisez, ça vous donne un droit à une retraite qui est aussi garanti que si vous cotisiez sur un marché financier. La société est plus solide que les institutions financières. La société, demain, c'est vous qui la gérez. C'est les jeunes qui, aujourd'hui, ont 20-30 ans, qui, dans 20 ans, dans 30 ans, géreront cette société. Donc, il faut pas craindre. C'est la difficulté du dialogue avec Henri Sterdignac, vous voyez. Alors, très bien. Alors, je vous laisse finir votre phrase, très bien. Non. Alors, attends, juste peut-être un mot. Cher Henri, tu es merveilleux parce que tu as un talent extraordinaire pour faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Et c'est un talent. Il faut absolument que tu prospères dans ce talent. En vieillissant, conserve ce talent. Je n'ai évidemment jamais dit ce que tu as dit. Donc et les seules choses que j'ai dites, c'est exactement ce que tu viens de dire. Donc, dans cette affaire-là, ne te trouve pas un ennemi, ça ne sert à rien. La phrase « les différentes générations sont en compétition entre elles pour les revenus, le bien-être ou la sécurité », elle est dans ton article. Donc, je ne l'ai pas inventée. Je veux dire, non, nous dire que les générations sont en compétition les unes avec les autres, c'est oublier justement que les jeunes seront les adultes et les retraités de demain et qu'ils n'ont pas intérêt à remettre en cause. On a bien compris ça, Henri. Je voulais vous poser une question, Henri. Je voulais vous poser une question, Henri. Le fait que aujourd'hui le ratio entre actifs et inactifs soit en train de changer, dû précisément à ce qu'on évoquait là, c'est-à-dire à l'allongement de la durée de la vie. Alors, ok, vous défendez le système social, le pacte social tel qu'il a été conçu. Vous pensez qu'il est encore pérenne, en tout cas que c'est le plus apte à jouer son rôle de solidarité que vous évoquez entre les générations, d'accord. Mais comment fait-on dès lors qu'un paramètre aussi important que celui-ci, à savoir le nombre d'actifs pour le nombre d'inactifs, change de façon, j'allais dire, dramatique au premier sens du terme. Comment fait-on pour maintenir la pérennité du système que vous défendez? D'abord, tu sais, mon cher Vincent, que la France a maintenu un taux de fécondité satisfaisant. On Absolument. a toujours 2 enfants par femme. À peu près. Voilà. Il y a un problème important, peut-être qu'on ne l'abordera pas aujourd'hui, c'est le niveau de vie des enfants. Les enfants, c'est quand même un peu les sacrifiés dans notre société. On a 19, le taux de pauvreté, c'est de 19% parmi les enfants, contre 14% dans l'ensemble de la population. Les familles sont plus pauvres que les couples, et c'est une question importante qu'effectivement, on ne récompense pas assez les familles dans notre société. Et je suis un peu inquiet quand, au moment des élections présidentielles, ce sujet n'est pas abordé, et qu'on voit des candidats proposer froidement des allocations sociales uniques où on diminuerait de 20% le niveau de vie des familles les plus pauvres. C'est totalement inacceptable. Dois-je comprendre que tu es favorable? On va se tutoyer puisque maintenant... Le système peut perdurer. Tu sais très bien, il suffit simplement de reporter de 5 années les âges de la vie pour que, effectivement, les ratios personnes âgées sur personnes d'âge actif ne se dégradent pas en France. En 2050, le ratio plus de 65 sur 20-65 ans ne sera pas plus mauvais
que ce qu'il est actuellement si on prend comme limite les 60 ans. La dégradation n'est pas n'est pas catastrophique. Les calculs faits montrent que moyennant une hausse limitée, 1 ou 2 points de PIB de la part des retraites dans le PIB, on peut maintenir un système satisfaisant. On a des marges importantes. Actuellement, les retraités ont le même niveau de vie que les actifs. Et il faut dire simplement aux jeunes, vous aurez une retraite d'un niveau de vie satisfaisant, peut-être un peu moins que les retraités aujourd'hui. Vous en bénéficierez un peu plus tard. Bon, c'est pas grave, parce que vous aurez une durée de vie donc le système plus longue. C'est pas la situation peut. Le système peut perdurer. C'est à vous de le maintenir. Il ne faut pas écouter les oiseaux de mauvais augure, les lobbies des assurances, on va les entendre, les lobbies des assurances, dans un instant. On va les entendre, qui effectivement veulent détruire le système. Mais je veux dire, il n'y a aucune fatalité. C'est un choix social. On peut très bien dire, OK, c'est génial, les marchés financiers nous donneront une rentabilité fabuleuse. Mais on peut aussi se dire, la meilleure garantie, c'est effectivement la retraite sociale. Merci. Nous passons à Bernard Spitz. Bernard dirige là. On va se tutoyer tous parce que finalement on se tutoie dans la vie. Donc Henri a raison. Bernard, tu diriges la Fédération française des sociétés d'assurance. D'une certaine manière, ça a déjà été dit. Et tu es ici, non pas au nom de la fédération, mais au nom des GRAC. Je tiens aussi à le préciser. Tu es l'auteur d'un livre qui avait fait du bruit. On achève bien les jeunes, qui laisse clairement entendre que les jeunes générations payent, selon toi, les charges des générations les plus âgées aujourd'hui et qu'il est temps de rééquilibrer le système et de dire la vérité. Oui, je tiens à dire d'abord qu'effectivement, ce n'est pas le président de la Fédération des assureurs qui s'exprime, pas plus, c'est effectivement au nom des GRAC que j'ai accepté avec plaisir cette invitation, parce que c'est un sujet qui nous préoccupe depuis longtemps, sur lequel on est plusieurs à avoir pas mal réfléchi, et moi, effectivement, à travers un livre qui reprend beaucoup de choses qui ont été dites par mademoiselle, ou madame, je ne sais pas, mais qui, sur le constat, effectivement, il y a eu c'est même pas une jeunesse qui a été sacrifiée, elle a été spoliée, disons-le clairement, c'est le hold-up du siècle. D'ailleurs, quand j'entendais M. Sterdignac qui disait d'un système dans lequel chacun reçoit plus qu'il n'a donné, ça ressemble un peu à du Madoff. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans un système qui consiste à take the money and run. C'est un peu le capitaine du Titanic qui explique aux mousses qu'il deviendra capitaine dans 20 ans lorsqu'il sera, mais enfin entre-temps, et le temps qu'il ait fini son discours, il prend le bateau de secours et il s'en va et il laisse le bateau couler avec le jeune mousse dedans. Non, on est dans un système, je conteste tous vos chiffres à peu près, à part celui où vous disiez que ceux qui ont 20 ans en auront 40 dans 20. Ça, je suis d'accord. Mais pour le reste, vous dites, vous parlez de la misère des enfants. Je ne sais pas ce que ça veut dire, misère des enfants. Ce qu'on sait, c'est que les chiffres disent qu'il y a 1 million des 18-29 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. C'est 13% des jeunes. C'est exactement l'inverse de la situation qu'on avait dans les années 70, où c'était à peu près le même chiffre, 13-14% des plus de 65 ans qui, eux, vivaient sous le seuil de pauvreté. On a fait le constat qu'il y avait là une injustice criante. On a fait le minimum vieillesse, on a fait tout ce qui s'est passé depuis. Donc il ne s'agit pas, effectivement, moi, je ne suis absolument pas pour le thème de la guerre des générations. Je suis pour l'idée de dire les choses telles qu'elles sont pour qu'il y ait un contrat entre générations. Et je vous retrouve, M. Sterdignac, en disant que nos sorts sont liés. Personne ne veut le malheur de nos enfants. Personne. Mais le fait est que par négligence, parce qu'on a refusé d'assumer les choses, eh bien, on a laissé la situation se dégrader. Et la situation qui se dégrade, c'est celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que non seulement on a ce phénomène de pauvreté qui frappe les jeunes, on parle de la santé, il y a une dégradation sanitaire de l'état des jeunes qui est absolument tragique. Personne n'en parle, mais ces jeunes qui sont en mauvaise santé jeunes, ça va se dégrader à l'avenir. C'est pour ça que ce qu'on disait tout à l'heure sur la prévention, les deux volets fondamentaux, c'est l'innovation, bien sûr, dans tous les domaines, et qui va changer la donne. Et il va de soi que lorsqu'on parle de l'avenir, est-ce que dans les 20 ans, 30 ans qui viennent, on va trouver une vraie solution à Alzheimer? Ça change beaucoup la donne, ça la change sociologiquement, ça la change humainement, ça la change aussi économiquement, parce qu'il y a énormément d'enjeux derrière tout ça. Et on pourrait éventuellement, lors du débat, parler de toute la e-santé, de toute l'économie numérique, de tout ce qui est en train de se passer, et que d'ailleurs, nous sommes en train, en France, de prendre du retard, alors que dans un gâchis général, alors qu'on a tous les éléments, tous les de savoir-faire, de talent pour avoir une chaîne qui profitera à la santé générale et qui en plus peut être un élément d'export et de croissance, et qu'on sacrifie dans une vision frileuse qui est complètement aberrante par rapport au monde moderne.
On pourra parler de la dépendance aussi, mais j'ai peur de passer pour un lobbyiste. Je pense qu'il y a un vrai sujet de réflexion. D'ailleurs, il n'a échappé à personne que ça fait 10 ans que les hommes politiques disent qu'ils vont régler le problème l'année suivante. 10 ans plus tard, le système est en faillite. Les départements qui en supportent la charge ne la supportent plus, le système explose de partout. Les classes moyennes sont les grandes victimes du système parce qu'il y a un système qui existe, s'appelle l'APA, qui vient en secours, disons, des plus démunis. Les plus riches, ils se débrouillent. Tous ceux qui sont au milieu, ils sont écrabouillés et anéantis par le système. On a pensé en technocrate, on a installé des maisons dans des zones isolées avec la nature, les fleurs et le petit jardin, sauf que c'est pas ça que les gens veulent. Les gens, ils veulent être près de leur famille, ils veulent être près des leurs. Et justement, les gens, ils habitent dans les villes. Donc on a fait un système qui est totalement décalé par rapport aux besoins et qui, par ailleurs, est totalement en train d'exploser financièrement. Alors, voilà, je pense qu'on est aujourd'hui face à un vrai problème de société. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé jusqu'à présent, c'est la démographie. C'est évidemment le mot clé, parce que par rapport à tout ce qu'on dit, bien sûr qu'il y a la question de Henri, on a dit un mot sur le fait qu'on avait une natalité qui était mais c'est pas seulement ça, supérieure aux autres celles de nos voisins, et que pour le coup c'était un des éléments positifs du tableau général. Oui, non, c'est un élément positif, c'est-à-dire que, mais cela dit, c'est pas un élément nouveau. Ça fait des décennies qu'on a ce facteur de natalité dynamique. Ce que je veux dire à travers la question de la démographie, c'est que ça a des conséquences sur le plan de la sociologie et de la vie réelle qui sont fondamentales. L'héritage. Jadis, les gens, on héritait à un âge où on était en début de carrière professionnelle, où on avait les enfants, où on commençait à des enfants en bas âge, on cherchait, et ça venait vraiment supporter l'installation dans la vie, avec la possibilité d'accéder à avoir un appartement, enfin bref, toutes ces choses. Aujourd'hui, on hérite lorsque les enfants sont déjà partis du foyer, qui sont déjà en moyenne, et donc c'est toute une transformation absolue. Donc ce seul effet-là a des conséquences tout à fait considérables sur la façon dont l'économie générale du système se met en place. Alors bien sûr, il y a des grandes solidarités, et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de grands-parents viennent à la rescousse de leurs enfants. Mais est-ce que c'est ça le système d'égalité et d'équité qu'on veut ? Parce que c'est bien d'avoir des grands-parents et d'avoir des gens qui ont une capacité à vous aider, mais quand on ne les a pas, la multiplication des familles isolées, la multiplication de toutes les gens qui n'ont pas cet accès-là, fait partie des phénomènes d'inégalité qui sont croissants. Vous seriez pour taxer les successions ? Alors, personnellement, je considère que la taxation, que l'héritage, c'est la chose la plus inégale qui soit. Je pense que oui, effectivement, au-dessus d'un certain seuil, on l'a dit avec les Gracques, au-delà d'un certain seuil. Parce que le problème, c'est que l'héritage, il est protégé par les classes moyennes. C'est les classes moyennes qui ont peur d'une taxation. Donc il faut le mettre à un niveau. Donc il faut le mettre à un niveau tel qu'aucune classe moyenne ne se sente menacée. Mais évidemment, ça suppose un rééquilibrage. Moi, je considère que la richesse qu'on crée à travers son travail a plus de valeur que la richesse qu'on hérite. Donc la réponse est clairement oui. Mais donc au-delà de ça, je pense qu'on doit effectivement inventer, mais ça suppose évidemment que la fiscalité en tire toutes les conséquences. On ne va pas taxer les gens 3 fois à travers les revenus, l'ISF et pour finir l'héritage. Il faut faire des choix. Il faut que ces choix soient... Là où on voit où le sujet est systémique. En fait. Le sujet est absolument systémique, mais c'est le moment de le repenser. Alors on se refuse à le faire, mais j'espère qu'on aura l'occasion au cours du débat d'y revenir. Alors, bon, vous avez compris, ils ne partagent pas tous le même diagnostic, donc c'est difficile de faire débattre des gens qui ne regardent pas exactement la même réalité. Mais au contraire, alors on va poursuivre quand même, parce que je suis un garçon têtu, je ne désespère pas. Et on va surtout essayer de regarder finalement les pistes que vous avez là déjà dans un premier tour de table évoquées. Henri a suggéré, en gros, si je vous ai bien compris, si je t'ai bien compris, Henri, puisque tu m'as tutoyé, l'idée de travailler un peu plus longtemps et de diminuer légèrement, si je te suis, le niveau des pensions pour que, en gros, le système reste soutenable. Tel que le système actuel reste soutenable, et de l'autre côté du panel, si j'ose dire, on avait un degré, disons, des graduations différentes, mais avec des retouches du système parfois plus systémiques. Hippolyte, j'ai l'impression que vous êtes un peu entre les deux. Alors, quand on dit il y a toute une série de choses à faire, l'innovation,
les successions, la question du rapport à la succession, donc de l'héritage, et donc remettre de l'égalité, de l'équité en tout cas en corriger certains excès. Et donc là aussi, ça implique d'avoir un chantier fiscal important. Il y a ce qu'Henri a dit sur le niveau des retraites, sur le travailler plus longtemps, etc. Comment vous voyez l'articulation de ces différentes solutions ? Alors c'est vrai que moi je suis intervenu sur juste l'aspect redistributif, mais il n'y a pas que ça, hein, comme tu le soulignes. Il y a aussi la question de savoir comment est-ce qu'on va produire suffisamment de richesse, hein, pour, entre guillemets, se payer ce modèle social. Donc il y a plusieurs façons, plusieurs éléments qui ont été avancés ici, mais moi j'aimerais avancer un autre élément qui est un élément démographique. Vous voyez, un problème démographique, une réponse démographique. Et il y a quelque chose qui est très simple finalement, parce qu'on parle tout le temps, vous voyez, on fait des ratios démographiques de personnes d'âge différents, mais on oublie la participation au marché du travail. Et on oublie notamment la participation des femmes au marché du travail. Je veux dire, c'est considérable. Aujourd'hui en France, hein, aux âges actifs, c'est-à-dire aux âges où on travaille le plus, hein, c'est-à-dire entre 25 et 55 ans, la participation des femmes au marché du travail reste 10 points inférieure à celle des hommes. Là, on est sur je dirais des masses, hein, si je puis m'exprimer ainsi, mais sur des quantités de personnes qui sont très importantes. Si la participation des femmes rejoignait celle des hommes, vous voyez, la part des inactifs dans la population resterait à peu près constante. On a tout le potentiel pour faire face au choc du vieillissement. Et alors pour cela, c'est très simple, hein, il faut continuer ce qu'on a fait jusqu'à présent. N'oublions pas, hein, et notamment je dirais à tous les nostalgiques du passé, que la participation des femmes au marché du travail était bien inférieure auparavant. Hein. Rien que depuis les années 70, elle a augmenté de 40%. Mais il reste une inégalité très forte. Hein. Et pour cela, on a un outil directement à notre disposition qui est la politique familiale. On est le pays. Elle est efficace, cette politique familiale ? Elle est à la fois efficace parce que, comme ça a été dit, elle permet beaucoup d'enfants, elle permet une bonne participation, mais on peut faire mieux. Et on sait, la politique familiale, c'est 5% du PIB. C'est absolument considérable. Il faut que tout le monde réalise que l'argent public qu'on met dans l'éducation, c'est 6%. Ce qu'on met dans la politique familiale, c'est 5%. Oui, on est sur des masses absolument considérables et il est temps de la réorienter. Il y a plusieurs outils de la politique familiale. Hein. On peut, notamment via des outils fiscaux qui, de mon point de vue, sont inefficaces, et des outils qui permettent de concilier vie privée, vie familiale des femmes, parce que voilà, les femmes ne veulent pas choisir, elles veulent à la fois avoir des enfants et pouvoir avoir une activité professionnelle. Et c'est bien en actionnant ces outils, hein, et donc essentiellement en donnant les moyens, en transférant du temps, hein, aux familles, parce que ce ne sont pas que les femmes qui s'occupent des enfants, mais aux familles, en transférant du temps, hein, c'est-à-dire par de l'aide à la garde d'enfants, que ce soit sous forme de crèche, sous forme de nounou, etc., qu'on pourra justement à la fois avoir une fécondité forte et avoir une plus forte participation des femmes au marché du travail, résoudre notre problème démographique. Il n'y a pas 50 000 façons de le faire. On a des voisins européens qui y sont parvenus. Prenez par exemple l'Allemagne. L'Allemagne, c'est c'est vraiment l'exemple, le contre-exemple typique. Parce que, mais l'Allemagne dépense énormément, mais quasiment 4% de son PIB. Et elle a un PIB beaucoup plus élevé. Elle met énormément d'argent pour des résultats désastreux, parce qu'elle ne fait que de la politique fiscale. Elle fait de l'aide, finalement du subventionnement de femmes qui restent à la maison. Mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont réussi à rapprocher les taux d'emploi des femmes et des hommes ? Oui, c'est la Suède. La Suède, qui reste un pays où il y a une politique familiale qui est en montant, qui est plutôt inférieure à la nôtre, mais qui est beaucoup mieux orientée et qui permet justement à la fois avoir des femmes qui participent sur le marché du travail et avoir une bonne fécondité. Il n'y a que deux pays en Europe, hein, qui s'en sortent bien. C'est la Suède et l'Europe. Et donc moi, ce que je propose, la Suède et la France, pardon. Et donc moi, la France, c'est l'Europe. Ou l'Europe, c'est la France. Henri, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, il faut. De temps en temps, il faut se féliciter de nos réussites. Hein. Donc la politique familiale est quand même une réussite. Elle n'est pas parfaite parce qu'on a encore trop d'enfants qui sont pauvres, parce que le RSA est trop faible, parce qu'on ne veut pas permettre, on veut inciter les gens d'âge actif à travailler, mais malheureusement, les enfants vivent avec des parents d'âge actif, ils ne vivent pas avec des retraités, et donc du coup, on a trop
d'enfants qui sont dans la pauvreté. On a des taux de pauvreté des enfants qui sont trop élevés. Mais, je le répète, on a quand même une réussite qui est que on a un taux de fécondité élevé, on a un taux d'emploi des femmes qui est satisfaisant, qui n'est pas aussi bon que les meilleurs, mais qui est tout de suite en dessous des pays scandinaves. Et je voudrais dire que, je change un peu de sujet, ça fait 25 ans qu'il y a des projections du système des retraites. On ne peut pas dire que brusquement, le système, on n'a pas prévu le système, on n'a pas prévu l'évolution démographique. Ça fait 25 ans qu'on fait effectivement des projections démographiques jusqu'en 2050, jusqu'en 2060, et qu'on peut dire sans problème aux jeunes générations, le système jusqu'en 2060, il va tenir, il est à peu près équilibré. Bon, ok, il y aura des petits ajustements nécessaires, mais le système ne va pas s'effondrer. Et donc, voilà, c'est pas du tout, contrairement à ce que peuvent dire certains, c'est pas du tout un système à la Madoff, c'est un système qui peut persister à condition effectivement que les différentes générations soient persuadées que c'est un système qui fait une transmission satisfaisante entre les différentes générations. Il ne faut pas écouter les Cassandres dans ce sujet. Alors, je vais donner la parole après à Bernard Spitz pour vous répondre, mais je voudrais juste poursuivre sur la question précédente, puisque, Henri, vous avez changé de sujet. Jennifer, est-ce que vous pensez que, pour le coup, dans la piste qu'a évoquée Hippolyte, à savoir le fait de trouver des politiques efficaces sur la base du modèle suédois, finalement, qui permettent de rapprocher le taux d'emploi des femmes de celui des hommes. Est-ce que là, vous y voyez aussi, puisque c'est une piste que vous n'aviez pas évoquée au début, une piste intéressante? Si, effectivement, il faut augmenter le taux d'activité de tous. Et, si on oui, vous aviez parlé du taux d'emploi en général. Du taux d'emploi. Donc, si on veut qu'il y ait moins d'enfants pauvres, il faut qu'il y ait moins de parents pauvres. Et c'est pas en leur donnant plus de RSA, mais c'est en leur permettant d'avoir un emploi qu'on y arrivera, à mon avis. Et d'une part, effectivement, il faut peut-être mieux réorienter les dépenses sociales. Mais d'autre part, il faut surtout, de mon point de vue, baisser la dépense publique pour baisser les charges qui pèsent sur les entreprises. Enfin, on en revient toujours au même sujet, mais si demain on veut qu'il y ait des emplois qui soient créés, il faut qu'il y ait moins de charges qui pèsent, des taxes à la production, des charges sociales sur les entreprises. Ben, on peut trouver des marges de manœuvre. Sur la santé... Imaginez, par exemple... Vous avez un micro là. Oui. Imaginez que lorsqu'on compare la France avec les autres pays de la zone euro, on s'aperçoit que ce qui caractérise la France, qui explique effectivement que la France a un niveau élevé de dépenses publiques, c'est avant tout le fait que les retraites en France sont publiques, qu'on assure un niveau de vie des retraités équivalent à celui des actifs. Une autre explication des dépenses, c'est qu'on a 2 enfants par femme, alors qu'en Allemagne, on n'en a que 1,3. Donc on a 50% d'enfants de plus en France qu'en Allemagne. Expliquez-moi, et en plus on a des dépenses de santé, on a des dépenses d'éducation qui sont publiques. Expliquez-moi comment, en même temps, on fait de fortes réductions des dépenses publiques. Déjà, on a 5,4 millions de fonctionnaires, donc on peut faire mieux avec moins de fonctionnaires. Sur les pistes que j'évoquais tout à l'heure sur le numérique et l'innovation, évidemment, demain, tout sera transformé. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir une personne derrière chaque guichet. Donc forcément, on arrivera à trouver des marges de manœuvre. Sur la santé, y compris pour prélever les impôts. Y compris pour prélever des impôts. Non mais, bien sûr. Sur les dépenses de santé, j'évoquais tout à l'heure la prévention qui va générer des gains parce que ça permettra d'éviter les hospitalisations, d'éviter les recours aux urgences, de mieux soigner les gens mais de moins dépenser sur la santé. Sur la politique familiale, Hippolyte disait qu'on pouvait mieux dépenser, donc peut-être qu'on peut un peu moins dépenser. C'est pas parce qu'on donne des allocations familiales aux gens qui font des enfants, c'est parce qu'on permet aux couples de faire garder leurs enfants qui continuent de travailler. Donc du coup, il faut peut-être les réorienter, et savoir quels sont les bons leviers. Et sur la fonction publique, je suis désolée, mais en 30 ans, la fonction publique a explosé. Donc on devrait pouvoir la diminuer. Alors, je veux pas que ce débat tourne exclusivement sur un débat sur la dépense publique, parce que c'est un autre sujet qui est passionnant aussi, même si, bien évidemment,
il y a un lien, puisque pour financer les charges nouvelles, il faut bien trouver un système qui permet de les financer. Bernard, tu voulais réagir à ce qui a été dit précédemment. Oui, alors d'un mot. Et puis on va prendre des questions de la salle après. Oui, parce qu'on est en train de passer au débat sur la réforme de l'État. Moi, ça me va bien. Hein, c'est aussi un sujet que tu connais bien. C'est un sujet que j'aime bien. Alors, je vais juste poser une question à Henri Sardignac. Vous savez combien il y a de membres du ministère des Finances? Combien il y a de fonctionnaires au ministère des Finances en France? Globalement. Combien? Oh non, il y en a 100 000. C'était Entre 80 et 100 000. C'est votre projet. Non, il y en a plutôt 150, 180 000. Ah bon, d'accord. Un peu plus. Et on parlait de la Suède tout à l'heure, grande réussite. Combien il y a de fonctionnaires au ministère des Finances suédois, à votre avis? Vous savez très bien qu'on peut faire des agences, etc. C'est un tout autre sujet. Non, mais c'est pas du tout un tout autre sujet, parce que c'est exactement le sujet. Le sujet, c'est un sujet de réalisation. Alors je le dis quand même pour le truc. Au ministère des Finances suédois, il y a 300 fonctionnaires, le ministre compris. 300. Ils sont 6 fois moins nombreux que nous. Ils devraient être 30 000. Ils sont 300. 6 fois moins nombreux que nous. 6 fois moins nombreux. Mais le fait est que le point, c'est Henri Sardignac qui l'a dit, c'est un système totalement différent. On peut faire des missions dans un ministère des Finances sans être fonctionnaire. Ce sont effectivement des agences, des contrats, etc. Donc la question est de savoir comment on gère l'argent public. C'est pas en nombre de fonctionnaires, c'est dans la façon, dans les méthodes dans lesquelles on applique les choses. Alors, vous voyez très bien que le fait que les agences du service public soient ou non fonctionnaires, ça ne fait pas forcément des économies fabuleuses. Quand il y a des agences, ça permet effectivement de rémunérer beaucoup plus les directeurs des agences. C'est la Suède social-démocrate qui a fait ça. Et en même temps, c'est la Suède social-démocrate qui a fait ça. Alors moi, je reviens sur notre sujet. On peut voir revenons à notre sujet. Revenons à notre sujet. Je reviens sur notre sujet. Alors, on a effectivement des tas de choses qui peuvent être faites. On parlait tout à l'heure du financement des retraites. Là encore, les chiffres sont intéressants à comparer. Parce qu'il y a un mot qui a été prononcé tout à l'heure qui est intéressant, c'est celui de la capitalisation. Dans un système où la démographie est comme la nôtre, le système de répartition organise la ruine des jeunes générations. Le système par capitalisation est un système qui lisse dans le temps les problèmes démographiques. Lorsqu'on regarde aujourd'hui... Alors, il fait très peur en France parce qu'on fait une confusion avec le système des fonds de pension à l'américaine, des pension funds, qui sont un système effectivement tout à fait adapté au système américain et qui a conduit dans le passé des gens à se retrouver ruinés parce que leurs économies ont été gérées sans les contraintes, parce qu'il n'y a pas l'environnement prudentiel, réglementaire qui existe dans notre pays. C'est nous, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, il y a un seul système en France qui est organisé, qui devrait être théoriquement considéré comme l'abomination des abominations, le repère du libéralisme échevelé. Et cette antre diabolique s'appelle l'après-fonds. Puisque c'est le seul système en réalité de fonds de pension en France, c'est l'après-fonds des fonctionnaires. Bon. Et le tout, ce qui est intéressant, c'est la comparaison de savoir ce qui est financé par la capitalisation ou la répartition dans des pays en Europe. En Angleterre, c'est 50% capitalisation, 50% répartition, pour dire en gros. En Suède, la Suède modèle, et dans la plupart des pays, Allemagne, sociodémocrate, danois, etc., c'est autour de 35%. Est-ce qu'on sait ici combien c'est en France? L'argent qui est payé chaque année aux retraités venant de la capitalisation. C'est 2%. 2%, enfin 2,5% peut-être. Voilà. Donc, le Danemark, lorsque le gouvernement socialiste danois a été nommé il y a quelques années, on était dans un écart pas aussi caricatural, mais énorme. Ils se sont dit c'est très malsain du point de vue générationnel et du point de vue du financement des équilibres sociaux. Et donc, ils ont mis en place une politique de rattrapage et ils sont passés de 15 à 25%. Donc, si je te suis, il y aurait une façon de retrouver un équilibre, en tout cas de diminuer la charge publique du fardeau des retraites. De la rééquilibrer dans le temps. En ouvrant le système. Henri, attendez une seconde, on finit, après vous allez réagir. Pour rééquilibrer le système. C'est ça l'idée. Voilà. D'avoir un système hybride. Et on a parlé tout à l'heure des retraites. Les retraites par points, c'est le même principe, c'est la même philosophie. C'est-à-dire, on lisse dans le temps et on tient compte des situations particulières. Évidemment, le problème qui se pose dans un pays comme le nôtre, c'est le problème de la transition. C'est-à-dire comment on fait pour passer de la situation A à la situation B. Plus la transition est longue,
moins c'est douloureux, plus la transition est rapide, évidemment, plus c'est brutal. Et donc, la question de politique publique fondamentale, c'est à quel rythme veut-on? Et ça, c'est une question qui définit directement la question de la répartition de la charge entre générations. Bernard, sans erreur de ma part, aucun des candidats à l'élection présidentielle ne propose d'ouvrir un système de fonds de pension à la française, avec l'environnement prudentiel français. Non, mais il y a des candidats qui proposent la retraite par points. Oui, Emmanuel Macron, pour ne pas nommer. Et d'ailleurs, il l'avait expliqué ici même. Dans cette salle, je me rappelle. Et puis, en ce qui concerne les finances par capitalisation, il y a des éléments. Si, il y a des éléments, notamment dans le programme de François Fillon, je pense.